Bienvenue dans ce débat du 12-15 sur Gabon 24. Aujourd'hui, nous allons parler des différents modes de recrutement à la fonction publique. Officiellement, un cadre statutaire est prévu. On peut citer la loi numéro 01/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique et la loi numéro 8/91 du 26 septembre 91 portant statut général des fonctionnaires. On découvre que le concours est le principal mode d'accès aux emplois de la fonction publique, car supposé garantir le principe d'égalité d'accès aux emplois publics. Mais jusqu'à quel point? Pour en parler, je reçois ici M. Régis Malembe. Vous êtes DCRH au niveau du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Arts, ainsi que de la Culture. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Merci. Bienvenue sur notre plateau. Avec vous, nous avons M. Franck Biogué Bimba, président du syndicat national des agences de santé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, nous allons directement attaquer avec monsieur le DCRH. Quels sont de manière à masser les différents modes de recrutement officiels et les conditions pour accéder à la fonction publique? Merci déjà S'il pour vous plaît. l'opportunité que vous nous offrez. Vous l'avez si bien dit dans votre propos introductif. Effectivement, les agents publics sont en position statutaire et réglementaire. Les conditions de recrutement, d'accord, vous avez deux principaux modes de recrutement dans la fonction publique. Principalement sur concours et exceptionnellement sur titre. Sur titre, ça veut Sur dire? titre, ça veut dire recrutement direct. D'accord. Voilà. Vous avez bien évoqué le principe du concours, d'accord? Le concours n'est pas seulement un mode de recrutement, mais c'est également un mode de légitimation de l'autorité des hauts fonctionnaires. Il permet effectivement de privilégier la méritocratie. Ça, c'est important de le relever. Donc, voici de relever. Vous avez donc il n'y a pas de méritocratie dans le recrutement direct? dans le recrutement, dans le choix, parce que c'est des gens qui sont recrutés par leurs compétences et non par les affinités. C'est ça même le principe du concours. Justement, est-ce que par le recrutement direct, il n'y a pas de compétences qui est mise en avant? Si, simplement que le modèle weberien, le modèle bureaucratique qui est le nôtre, privilégie le recrutement au détriment du recrutement direct. Le recrutement direct vient pallier... c'est comme de l'immigration choisie, c'est-à-dire que par le direct, on peut choisir les personnes qui viennent. Si effectivement, par le concours, on n'a pas pu pourvoir certains emplois, Oui. on procède à un recrutement de façon directe. Et souvent par affinité. Vous pouvez le dire, c'est pas rien n'est tabou. Non, ne disons pas souvent par affinité, parce que je pense que les profils sont dans un premier temps identifiés. D'accord. D'accord. Il y a des conditions d'accès. Et ces conditions d'accès sont prévues par les dispositions du statut général de la fonction publique, comme vous l'avez relevé, d'accord, notamment en son article 109. Vous avez également les différents statuts particuliers, l'article 33 de la 8/91 portant statut général des fonctionnaires et l'article 15 de la 3/88 qui fixe les conditions d'emploi des contractuels de l'État. C'est important de le relever. Donc, les conditions d'accès sont clairement définies. Il faut répondre à Sur certains le papier, c'est clair, pour être recruté dans la fonction publique. Monsieur Biogo Bimba, après ce que monsieur Malembe vient de dire, il est DCRH dans son élément, il a bien expliqué les choses. Mais vous, en tant que président du syndicat, donc vous représentez des employés, est-ce que vous pensez que ces critères sont souvent respectés et que tout va bien dans le processus de recrutement? Il est vrai que le législateur a tout prévu justement pour une certaine transparence. Mais malheureusement, comme on peut le constater, il y a certains qui vont jusqu'à déverrouiller un certain nombre de codes établis par la fonction publique pour, même lorsqu'il y a concours, ça il faut le dire, le concours est censé être de façon pour garantir une certaine équité. Mais malheureusement, on peut le constater que là également, certains, tellement zélés, contournent la loi qui est mise en place par notamment la loi 1/2005, contournent la loi pour privilégier un certain nombre d'individus. Donc, oui, le concours est la voie par excellence pour entrer à la fonction publique, qui serait le mode qui garantirait, je préfère parler au conditionnel, une certaine équité. Mais malheureusement, on peut constater un certain nombre de dérives aussi. D'accord. Donc, Monsieur Malembe, j'aimerais qu'on parle du recrutement direct encore. Quels sont les différents cas? C'est-à-dire, il y a plusieurs façons, plusieurs profils, certainement. Lorsqu'on veut procéder au recrutement direct, peut-on, par exemple, quitter d'un métier de fonctionnaire international, vous voyez, à l'ONU ou je ne sais pas,
ou de cadres dans le secteur privé, à UGB ou à Orabank, et espérer être intégrés à la fonction publique? Ah oui, merci. Quels sont les différents cas? Effectivement, ces cas sont prévus par la loi. Je vous parlais de l'article 108 de la loi 1/2005 portant statut général des fonctionnaires. On donne les deux modes de recrutement, mais on vous dit par la suite que les fonctionnaires, ceux qui avaient un statut de fonctionnaire internationaux et les cadres du privé qui ont occupé certains emplois, d'accord, quasiment de même nature que ceux de la fonction publique, peuvent être recrutés d'office. Donc c'est prévu. Dans le cadre du recrutement des agents qui reviendraient du secteur privé, on appelle cela le pantouflage inversé. Le pantouflage, pourquoi on appelle ça ainsi? C'est une expression consacrée, parce que le pantouflage, c'est le fait pour des fonctionnaires de se retrouver dans le secteur privé. D'accord. Et donc le pantouflage inversé, l'effet inverse, c'est les cadres du secteur privé qui se retrouvent dans l'administration publique. D'accord. Vous avez vu que plusieurs directeurs généraux de la haute administration revenaient du secteur privé. Exactement. Ils ont intégré l'administration publique. Exactement. C'est ce qu'on appelle le pantouflage inversé. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est possible pour quelqu'un qui n'est pas cadre supérieur dans le privé de pouvoir être intégré dans le même système? Oui, c'est possible. Les critères sont clairement définis. D'accord, Parce qu'on parle de cadre. J'ai l'impression que peut-être quelqu'un qui est en catégorie B, quelqu'un qui n'est pas forcément cadre supérieur, est-ce qu'il peut espérer faire le basculement? Oui, il peut espérer faire le basculement parce qu'il y a des conditions de recrutement prévues par la loi. D'accord, il va présenter ses références académiques. En général, quand vous dites quelqu'un de catégorie B, c'est quelqu'un qui a le baccalauréat. D'accord. Si un besoin exprimé dans ce sens, c'est tout à fait normal qu'il postule, comme tout autre Gabonais, conformément au libre accès à l'emploi prévu, consacré par la Constitution. D'accord. Monsieur Biogo Bimba, monsieur le DCRH vient de dire que s'il postule, c'est-à-dire il y a toujours cette façon de procéder qui est censée être transparente et ouverte, mais comme on dit, on est au Gabon. Souvent on dit ça ici, on est au Gabon. D'après vous, quels sont les mots? Qu'est-ce qui empêche que ce système de recrutement qui est censé être totalement opaque et totalement transparent, enfin opaque au sens large du terme, comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que tout Gabonais soit capable de pouvoir, de façon totalement juste, pouvoir accéder à ces fonctions-là? Alors, on parlait d'équité. Déjà, dans l'information, il faut que tout le monde ait l'information au même moment. Parce qu'il y a malheureusement certains concours qui passent sous silence ou c'est parfois de bouche à oreille. Et c'est pas connu on du découvre grand dans public. l'Union la publication des noms. Voilà. Donc, cette équité-là dans l'information, déjà, il faut que tout le monde ait la même information au même moment. Maintenant, il y a la question de la nationalité. Malheureusement, on retrouve également certains, alors que la loi dit qu'il faut être gabonais pour être fonctionnaire. Mais on peut retrouver certaines aberrations ou certains qui n'ont rien à voir avec le Gabon, mais qui sont des fonctionnaires. Exactement. Voilà autant d'aberrations qui nous amènent quand même à dire qu'il y a un problème au niveau de la fonction publique où il faut assainir un certain nombre de choses. Et justement, là, on parle de conditions d'intégration. Vous venez de souligner le fait qu'on est censé être gabonais. Oui. Et là, on ne parle pas aussi de certains qui fraudent des documents ou qui falsifient. On parle d'un certain réseau mafieux pour les diplômes de l'université, la plus grande université du Gabon. Malheureusement, on n'a pas ces instruments de contrôle qui soient aussi stricts. Mais comment on fait au niveau des ressources humaines pour savoir que telle personne a fraudé ou pas? Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir trier? Merci, vous faites bien de poser cette question. La question du contrôle est très importante. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Et vous voyez que si les choses ont été mises à plat depuis le 30 août, c'est parce qu'il y avait une façon de faire qui ne cadrait pas avec l'orthodoxie, avec la bonne gouvernance. D'accord. Maintenant, à la fonction publique, il faudrait remettre, et c'est d'ailleurs le travail qui est en train d'être fait par les autorités actuelles, remettre en place la cellule de vérification de diplôme, d'authentification de diplôme. C'est important. D'accord. Cette cellule, à l'époque, servait de filtre. Vous aviez des gens de l'université qui pouvaient vous dire que tel diplôme est vrai ou faux? Il y avait des correspondants. Voilà, on avait des correspondants et ça permettait effectivement de nous assurer qu'un document, un diplôme est vrai ou faux. Donc ça, c'est important. Il faut, comme je le disais, que cette cellule reprenne ses activités. Le processus est déjà enclenché pour justement la remise sur pied de cet organe, mais nous espérons que dans les mois à venir, il va être opérationnel. D'accord. Monsieur Biogo Bimba, on parle de la limite d'âge. Comme vous le savez, de façon exceptionnelle, le CTRI a repoussé la limite d'âge, je pense, à 38 ans, si je ne me trompe pas,
pour les recrutements qui sont en train actuellement de se faire au niveau de l'ENA, de l'EPCA. Mais est-ce que la limite d'âge qui fait couler beaucoup d'encre, est-il réaliste de fixer un âge limite pour intégrer la fonction publique dans les conditions qu'on a au Gabon? Vous, en tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut dire que déjà, la loi 1-2005 estime qu'on doit cotiser pour un certain nombre, pour bénéficier d'une retraite. Les cotisations sociales. Voilà, il faut cotiser pour un certain nombre d'années. Et donc, c'est à partir de là que l'âge de la limite d'entrée à la fonction publique a également été fixé. Mais je crois que l'exception qui a été faite aujourd'hui par les candidats de l'EPCA, c'est surtout à cause du gel. Parce qu'effectivement, les jeunes Gabonais ont estimé qu'il y a eu un préjudice qui a été causé. Certains auraient bien voulu entrer à la fonction publique il y a 10 ans, mais malheureusement, cette opportunité ne leur a pas été accordée. Et je crois qu'ils ont demandé une mesure exceptionnelle. Voilà pourquoi le président a été très sensible à cette difficulté-là, et c'est ce qui a amené le président à repousser l'âge d'entrée pour ce concours à 38 ans. D'accord, mais sachant que au niveau de l'éducation, parce qu'on parle d'adéquation formation-emploi, au niveau des universités, du moins locales, c'est pas forcément facile d'avoir des gens un grand nombre de personnes qui répondent aux critères d'âge, sachant à quel âge ils arrivent à avoir les diplômes, master et doctorat. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait peut-être des cas spécifiques, des cas particuliers, selon vous? Bon, déjà, je crois que parallélisme de forme oblige. Si déjà on a repoussé l'âge de la retraite à 62 ans, forcément, l'âge d'entrée à la fonction publique va forcément, je me dis, ça va forcément bouger. Potentiellement. Et là, je crois qu'on attend que les autorités se penchent là-dessus et regarder quel âge sera fixé pour l'entrée à la fonction publique. D'accord. Monsieur Malembe, le dialogue national inclusif vient de s'achever, comme on le sait tous, et durant les débats, le sujet de l'emploi a été, dans la commission économie, a été beaucoup avancé. Les participants ont déclaré que le Code du travail en République gabonaise n'est pas adapté et favorise clairement l'emploi massif des étrangers. Qu'en pensez-vous? Bon, d'après les diagnostics, je pense qu'il y a plus de 1500 personnes qui ont contribué dans ce sens-là. Voilà. C'est un constat, donc. Donc, ce sont des contributions des Gabonais, c'est un constat qui a été fait. Aucune œuvre n'est parfaite, mais il faut reconnaître qu'effectivement, ce Code du travail est sujet à contestation. Et donc, il est important justement que les plus hautes autorités rectifient le tir en ayant un Code du travail qui soit accepté du plus grand nombre et de tous. C'est important de le relever. Je pense que l'idée derrière, c'est de privilégier l'emploi pour les nationaux. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Protéger les travailleurs locaux, ça c'est important. Et donc, ce sont des aspirations des travailleurs qui devraient être prises en compte. D'accord. Monsieur Biogo, on dit que ce Code du travail favorise souvent l'employeur au détriment de l'employé. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il est vrai que le travailleur, justement, on l'a décrié, et il y a un certain nombre d'aspects là-dedans qu'on a l'impression qui favorisent l'employé. Donc, l'essentiel aujourd'hui, c'est de rebattre les cartes, remettre à plat et rediscuter, regarder comment apporter justement un juste milieu, un équilibre pour que toutes les parties soient satisfaites. Mais on parle de l'emploi massif des étrangers. Vous avez constaté, vous, dans vos différentes administrations, cette entrée massive d'étrangers? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez témoigner? Monsieur non, dans l'administration publique, non, nous n'avons pas cette invasion massive, tout simplement parce qu'il y a d'abord la norme, d'accord? Ce sont les Gabonais qui sont recrutés. On peut exceptionnellement recruter des expatriés comme contractuels de l'État en fonction de leur expertise si nous ne la trouvons pas sur le territoire. Ça, c'est important de le relever. Contractuels de l'État, il faudrait qu'on en parle. Contractuels hors catégorie. Oui, d'accord, ça, c'est important de le relever. Mais ce que nous disons, nous ne constatons pas cette invasion massive au niveau de la fonction publique. Les cas isolés d'étrangers en dehors des contractuels, comme je vous l'ai dit, prévus par la loi, ces étrangers-là qui représentent la minorité seraient peut-être rentrés de façon frauduleuse. D'accord, voilà. Mais avec de des façon papiers, officielle, avec des tout papiers, est encadré. Comme fonctionnaires, ce sont les nationaux. D'accord. Maintenant, vous avez des expatriés d'origine, naturalisés gabonais, ils ont le droit d'être recrutés conformément aux dispositions de la loi. D'accord. Donc, pour être recruté à la fonction publique, on peut être naturalisé et on peut s'intégrer. C'est-à-dire, j'ai 30 ans, je suis venu au Gabon il y a 10 ans, j'ai la nationalité gabonaise, je peux intégrer l'ENA ou le PCA. Voilà.
D'accord. Mais Monsieur Biogo, vous êtes au niveau du syndicat national des agences de santé. On a constaté que beaucoup de femmes sages sont souvent d'origine étrangère. Oui. Est-ce que c'est un déficit au niveau local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de Gabonais qui ont fait la formation pour être sage-femme et médecin, ou est-ce qu'il y a, comme dit certains, la légion étrangère qui est en train de tirer les maillons derrière afin de pouvoir placer leurs ressortissants? Alors, effectivement, nous avons quand même tiré la sonnette d'alarme à ce niveau parce que nous avons relevé un certain nombre d'expatriés, notamment au niveau des sages-femmes, quelques médecins, et il y avait comme, on peut le dire comme ça, un circuit d'attribution de la nationalité. Il faut dénoncer ces choses. Est-ce que vous avez l'information? On l'a dénoncé parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'à peine arrivées au Gabon, elles ont la nationalité. C'est comme si elles se passaient le mot. Exactement. Et on a dû imposer au niveau de la commission d'affectation pour dire, à ce niveau-là, d'abord les nationaux. Parce qu'on ne peut pas, c'est quand même c'est un domaine sensible, oui. Souverain, qui doit revenir d'abord aux Gabonais. Mais maintenant, s'il y a des compétences que nous n'avons pas, effectivement, on peut faire appel justement aux expatriés. Mais d'abord, sages-femmes, on en forme suffisamment au Gabon, donc on peut avoir toutes les sages-femmes, rien que les Gabonaises. D'accord. Mais Monsieur Malembe, vous avez parlé tout à l'heure des contractuels, c'est-à-dire des gens que vous avez dit hors catégorie, c'est ce que vous avez dit, hors catégorie. Honnêtement, est-ce qu'il y a beaucoup de Gabonais dans cette catégorie, dans ce domaine-là? Oui, il y a plusieurs agents publics. Je vais revenir sur l'âge d'entrée à la fonction publique. Il a évoqué un aspect important, oui, le délai de cotisation, le nombre d'annuités, parce qu'effectivement, pour bénéficier d'une pension, jouir d'une pension, vous devez avoir au moins 15 années de cotisation, d'accord? Oui. Et la 1-2005 a été prise, donc le statut général de la fonction publique a été pris en 2005, d'accord, le 4 février 2005, vous voyez que ça fait plusieurs années. Oui. Mais il faut rappeler que depuis 2015, avec la mise en place du nouveau système de rémunération, les contractuels sous statut local de nationalité gabonaise sont devenus fonctionnaires. À l'époque, on entrait à la fonction publique jusqu'à 35 ans pour être fonctionnaire, et au-delà de 35 ans pour les Gabonais, ils étaient contractuels sous statut local. D'accord. Ce statut a disparu. Ils sont désormais fonctionnaires. Donc vous voyez qu'on n'a plus de contractuels sous statut local de nationalité gabonaise. Par contre, on a encore des contractuels hors catégorie. Ok. Voilà. Donc on va dire qu'à cause de ce dont vous venez de parler, beaucoup d'étrangers trouvent leur place en tant que contractuels hors catégorie et les Gabonais arrivent à être intégrés directement. Oui, pour des compétences que nous n'avons pas, au sens de la loi. Si vous êtes à la Est-ce qu'il y a un quota qui est appliqué par rapport à ça? Oui, il y a un quota. 20%, 30%. Effectivement, les quotas sont prévus par les statuts particuliers. Vous avez des quotas bien définis. Vous en avez des chiffres? Vous avez dans certains secteurs où on vous dit c'est 10%, c'est 5%. Vous voyez, il faut que nous soyons en phase avec ces éléments édictés par la loi. D'accord, mais en parlant de plan de carrière, vous avez parlé de 20 ans, vous avez parlé de 15 ans de cotisation, je pense, au niveau de... On cotise à la CNSS, non? Non. Au niveau de la caisse des pensions et des prestations familiales. La caisse des pensions et des prestations. Est-ce que lorsque l'on rentre assez tard, c'est-à-dire, prenons le cas de ceux qui rentreront à l'EPCA maintenant et qui ont l'âge minimal, c'est-à-dire, pour le cas de cette promotion, c'est 38 ans. Donc, s'ils arrivent à cotiser durant 15 ans, 20 ans, est-ce qu'ils peuvent avoir une retraite pleine? Oui, s'ils cotisent pendant 15 ans. Ils rentrent à 38 ans, c'est 62 ans aujourd'hui. Il y a le temps. L'âge de départ. Donc, quand vous prenez même quelqu'un qui a 40 ans, pour 62 ans, c'est 22 ans d'ancienneté. D'accord. Donc, les intéressés peuvent rentrer effectivement dans le cadre défini pour bénéficier d'une pension retraite. C'est ça. Et malheureusement, pour ceux qui n'auront pas bénéficié de la pension retraite, c'est une allocation vieillesse, un remboursement de cotisation simplement. D'accord. Monsieur Biogo, parlons de la gestion de carrière. C'est vrai que ça concerne directement le DCRH, mais je voudrais avoir la pensée ou le sentiment de quelqu'un qui est au contact des agents. Pourquoi est-ce que ça semble si difficile, selon vous, d'évoluer et de progresser au sein de la fonction publique? Alors, il faut dire tout simplement qu'il y a ce problème de lenteur administrative qui est un facteur bloquant. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui est rentré 5 ans après n'a toujours pas sa titularisation. Vous comprenez aisément que parfois... La fameuse fiche bleue, je pense, c'est ça? Parfois, il ne peut pas prétendre à une autre formation. Il y a justement cette lenteur administrative qui fait en sorte que beaucoup, malheureusement, ne puissent pas dérouler leur carrière normalement.
On peut dire que oui, et tout n'est pas vraiment... Comment dire ça? Toutes les conditions ne sont pas réunies. Malheureusement, il y a un problème d'école, il y a un problème de formation. Donc, mais je crois que le gros des problèmes, c'est la lenteur administrative qui fait en sorte que chacun ne puisse pas dérouler sa carrière normalement. D'accord. Mais M. Malembe, que dire de l'avancement automatique? Pourquoi est-ce que certains se plaignent du fait qu'ils ne avancent pas automatiquement après 5, 10, 15 ans à un poste? Ils n'avancent pas malheureusement parce que pendant près de 10 ans, il y a eu un gel. D'accord. 2015, 2023, un gel. Les plus hautes autorités, les autorités de la transition sont arrivées et ont décidé de mettre un terme à cette souffrance vécue par les agents publics. D'accord. Un arrêté a été pris le 24 novembre 2023, un arrêté qui met fin au gel, qui était effectif depuis plus de 10 ans, comme je le disais. Donc vous voyez que ce gel a bloqué les carrières des agents publics. D'accord. Et les nouvelles autorités ont décidé de reprendre les carrières. C'est un traitement progressif, d'accord, et c'est un processus. Parce que quand vous prenez un acte, avant qu'il y ait l'incidence financière, vous avez le circuit de visa et signature qui doit être fait. D'accord. Un texte, un arrêté d'avance portant avancement, avant qu'il ne soit validé, doit d'abord être pris, d'accord. Il commence à la fonction publique, il passe par le budget, la primature, le secrétaire général du gouvernement, pour in fine être validé par les services de la solde. Ça fait 5 niveaux donc, de validation. Oui. Mais pourquoi on n'aurait pas centralisé ça? Pourquoi il n'y aurait pas une base de données générale pour que lorsque vous arrivez, votre dossier soit géré dans une agence par exemple? Pourquoi pas? Bon, à l'époque, il y avait un guichet unique qui, à la limite, facilitait un peu les choses. Mais je crois qu'on a dû éclater encore ce guichet unique. Et c'est ce qui cause aujourd'hui un problème dans la lenteur administrative dont on relevait tout à l'heure. Parce qu'il faut aller d'administration en administration, alors que toutes ces administrations étaient réunies à un moment donné à la fonction publique, où le texte, lorsqu'il part de ma main, il arrive à la main de mon frère à côté, tout le monde vise, et ça allait plus rapidement. Et aujourd'hui, le fait d'éclater cela encore a ramené justement cette lenteur qu'on est en train de décrire aujourd'hui. D'accord, on arrive quasiment au terme de... Vous voulez dire? Allez-y. Non, le guichet unique, c'était une mesure exceptionnelle, d'accord. Il y a un décret qui qui décrit le circuit de visa et signature des actes administratifs. D'accord. Je pense que l'idée derrière, c'est de responsabiliser chacun dans la chaîne. Il faut simplement qu'il y ait une célérité dans le traitement des dossiers, et je pense que nous atteindrons les objectifs escomptés si effectivement chacun fait sa part à son niveau. D'accord. Je voudrais que vous puissiez terminer sur une question. On est quasiment au terme de notre émission. Pensez-vous, juste une question, une réflexion, pensez-vous qu'il faille changer le statut de fonctionnaire par rapport aux sanctions? Au Gabon, on sait, beaucoup de gens veulent être fonctionnaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de sanctions. Rarement on va virer un fonctionnaire, rarement on va vous enlever votre bout de pain. Mais ça permet aussi un certain laxisme, c'est-à-dire une certaine paresse. Est-ce que vous pensez que pour dynamiser le rendement de la fonction publique, il faudrait regarder un peu plus à cet aspect de la sanction et voilà, comment contrôler le fonctionnaire? Qu'en pensez-vous? Les dispositions législatives et réglementaires en matière de fonction publique sont assez claires. Les sanctions sont prévues. D'accord, vous parlez peut-être d'impunité. Et peut-être des procédures qui sont lourdes. Oui. Il faudra simplement fluidifier les procédures pour que les sanctions soient effectives. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, les agents publics sont en position statutaire et réglementaire. Ils ont des droits, mais ils ont également des obligations. D'accord, ils ont des devoirs. Si malheureusement vous n'arrivez pas à respecter vos engagements, c'est aussi normal que le législateur, tel que c'est prévu, vous sanctionne. Lorsque les sanctions seront... Parce qu'effectivement, les gens pensent que la fonction publique... C'est à vie. C'est à vie. Voilà. D'accord? Oui, c'est une fonction publique de carrière, d'accord? Mais des comportements déviants peuvent également entraîner la radiation des effectifs de la fonction. Certains parlent d'ailleurs de mettre un système de pointage dans les ministères. Oui, commençons par des préalables. D'accord. C'est pas mauvais, effectivement, nous devons sanctionner, il faut commencer par des préalables. Je disais, vous avez parlé du dialogue tout à l'heure, je vais embrayer, les propositions ont été faites. D'accord? On veut que l'administration soit performante, mais comment nous allons faire? D'accord? Il faut mettre en place la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. D'accord. La GPEC, il faut que nous la mettions en place. On va terminer avec M. Biogo, un mot pour embrayer et pour finir. Alors oui, il faut sanctionner, mais pour sanctionner, il faut, comme le disait tout à l'heure, un certain nombre de préalables. Les conditions de travail. Dans quelles conditions je travaille si je dois être performant?
Donc, c'est tout ça là qu'il faut déjà régler au départ, parce que certains estiment qu'ils ne travaillent pas dans les bonnes conditions, donc ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne font pas d'efforts. Ils ne font pas beaucoup d'efforts. Maintenant, lorsque l'administration aura mis tout ce qu'il faut, là, on aura justement la possibilité de sanctionner quelqu'un sans pourtant dire, oui, il n'a pas fait son travail parce que. Donc, là, il faut déjà mettre toutes les conditions qu'il faut pour permettre à l'agent d'être dans les conditions idoines, et là, la sanction sera justifiée. D'accord. Donc, je comprends que le fonctionnaire a des droits, il a aussi des devoirs. On va s'arrêter sur ces mots. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Je rappelle que vous êtes M. Régis Malembe, DCRH au niveau du ministère des Arts, de la Culture et des Sports. C'est ça. Vous êtes M. Franck Biogo Bimba. Vous êtes syndicaliste. Rappelez-nous. Ministère de la Santé. Ministère de la Santé. Donc, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Et donc, nous vous donnons rendez-vous dans nos programmes qui continuent. Restez connectés. Gabon 24, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonne fête du travail. Au revoir.